Des experts réfléchissent sur la démocratie participative à la faveur de la 20e conférence de l'OIDP ouverte ce mercredi dans la commune de Cocody. Au Brésil, des sénateurs demandent l'inculpation de Jair Bolsonaro pour 10 crimes dans le cadre de la gestion de la Covid-19. Bonsoir, merci de suivre le 19h. La 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative OIDP a ouvert ses portes aujourd'hui dans la commune de Cocody. Plusieurs experts vont plancher pendant 3 jours sur la démocratie participative autour du thème Ville, territoire et démocratie participative. Rosemonde Kini, Anissette Kono. La 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative OIDP a été lancée ce mercredi matin dans la commune de Cocody. Cocody est la 2e commune du continent qui abrite l'événement. La conférence de l'OIDP s'oriente vers la recherche des principaux leviers de l'accélération du changement pour une démocratie participative. Le réchauffement climatique, la dégradation environnementale, le terrorisme, la faim, la pauvreté et les préjugés liés aux genres sont des signaux alarmants qui nécessitent de nous une prise de conscience collective et beaucoup plus d'action et de solidarité pour que la planète soit sauvée. Ville, territoire et démocratie participative. C'est autour de ce thème que s'articule cette 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative. La ville durable est donc une unité urbaine respectant les principes du développement durable et de l'urbanisme écologique. Il convient de mettre en évidence d'abord les difficultés que rencontrent généralement les villes et qui sont les préoccupations quotidiennes des élus locaux. Durant 3 jours, les experts dans le domaine de la participation et les dirigeants politiques venus du monde entier réfléchiront sur 4 axes, notamment le développement économique local, l'environnement et la participation citoyenne, le droit à la ville et l'implémentation de la démocratie participative. Le fait de participer à cette grande conférence nous augure de grands espoirs de voir dans la gestion des collectivités territoriales l'implication des citoyens, l'implication des populations qui sont les véritables bénéficiaires des initiatives prises par les collectivités territoriales, que cela soit au niveau de la région, au niveau de la ville ou du département. Au sorti de ce 20e congrès, on aimerait que toutes les décisions qui seront prises en compte soient vraiment relayées au plus haut. Après la commune de Cocody, c'est la ville de Condom en France qui accueillera la conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative édition 2022. L'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP, créé en 2001, est un réseau international de plus de 1000 villes, entités, organisations et centres de recherche. Parlons coopération transfrontalière, on s'intéresse plus particulièrement à l'élaboration de la politique nationale de gestion des frontières. Les détails avec Clément Boukou. 121 acteurs frontaliers sont à Korogo à l'appel de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, pour apporter leur contribution à l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. 3 jours durant, ils se sont penchés sur les questions liées à la sécurité et au développement des espaces frontaliers. Il faudrait que les limites soient visibles par la population pour éviter les conflits frontaliers qui ont souvent des conséquences vraiment très négatives. Parce que souvent, il y a des morts d'hommes, il y a des destructions massives. Ça fait 8 ans que je suis à la frontière et les problèmes sont nombreux là-bas. Et tout ça, des problèmes ont existé parce qu'il n'y avait pas une politique nationale pour pouvoir nous aider à affronter ces difficultés-là. Maintenant que la politique est en train de se mettre en place, je pense que c'est pour nous une chance, pour nous qui sommes à la frontière, de pouvoir travailler désormais dans la quiétude. Cette rencontre nous a permis vraiment de faire un diagnostic sur la situation du développement au niveau des zones frontalières et nous avons également abordé la question du commerce transfrontalier. La CNFCI, à travers ses ateliers régionaux, sillonne les villes d'Abangourou, Korogo, Mans et Abidjan. Juste après l'atelier d'Abidjan, on aura un temps de travail de cabinet d'études, je pourrais dire, qui va durer jusqu'au mois de mars, bien entendu, mais ponctué par des étapes de prévalidation et de validation. Et après cela, nous irons à un atelier national de validation de cette politique-là pour qu'au mois de mai-juin,
nous puissions déposer le document sur la table du gouvernement. Le document final permettra à l'État de Côte d'Ivoire d'apporter des solutions durables propres aux zones frontalières et mieux cerner les questions liées à l'extrémisme et au terrorisme. Dans le domaine de l'éducation, une université et un institut partenaire ont tenu une journée portes ouvertes destinée aux étudiants et parents. Une initiative pour mettre en lumière l'administration universitaire. Abdoul Guira, Anissette Konon. Parents, étudiants, tous s'étaient rassemblés ce samedi pour comprendre l'importance de bien s'orienter après le baccalauréat en vue d'avoir une bonne carrière professionnelle. C'était lors de la journée portes ouvertes organisée par des universités et instituts partenaires. Ibrahim Fama Diabaté et Mori Diabaté, respectivement directeur général et président de l'Institut Fama, ont invité les élèves à faire le bon choix après la réussite de leurs examens. Koulibaly Doté, doyen d'université, a lui aussi abondé dans le sens. Le travail, c'est tout ce que nous demandons, le président fondateur l'a dit, il faut que les étudiants se mettent au travail. Seul le travail paie. S'ils travaillent bien, ils auront certainement leur diplôme avec des mentions très bien, très honorables, et puis vont rentrer dans la vie active. Et c'est la fierté du président fondateur, il a déjà dit, de compter dans le monde, dans tout le monde de la Côte d'Ivoire, ces enfants qui se seront dit, nous optons pour telle filière grâce au président fondateur qui nous a donné le conseil. Cette journée portes ouvertes, dénommée Fama Days, était à sa première édition. Objectif, rapprocher les parents et étudiants de l'administration universitaire. L'ONG Friends a un an, un anniversaire célébré ce samedi au cours d'une soirée qui a réuni ses partenaires. Notons que cette organisation œuvre dans les domaines de la santé et de l'éducation. Abdoul Guira, Clément Boko. Ils étaient tous réunis ce soir à la Riviera Palmeraie pour célébrer les 1 an de l'ONG Friends. Une ONG qui s'est donnée pour mission d'aider les jeunes à travers l'entrepreneuriat et de poser des actions de développement dans les domaines de la santé et de l'éducation en Côte d'Ivoire. Une initiative noble selon Arsène Meibo, invité spécial de cette soirée. Lorsque vous avez la grâce d'avoir des bénédictions de Dieu, il faut en donner, il faut partager sans toutefois attendre quelque chose en retour. Nous recevons de Dieu, mais bien entendu, nous lui donnons quoi? Rien. Donc c'est pour caricaturer ça que l'ONG a certainement pour devise donner sans rien attendre de retour. Fonda Nguessan, parrain de la cérémonie, a salué les actions menées par l'ONG Friends. Au-delà des actions qu'ils ont menées, c'est une ONG très sérieuse. Et j'ai accepté justement d'accompagner les actions qu'ils mènent, des actions en faveur des personnes vulnérables. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Cette soirée a été l'occasion pour Donatien Seya, président de l'ONG Friends, de se projeter dans l'avenir. Après 1 an, nous voulons aller maintenant chaque 3 mois. Vous savez, j'ai dit à mes collaborateurs que l'ONG Friends appuie l'État. L'État ne peut pas tout faire. Vous savez, l'État ne peut pas tout faire. Donc l'ONG Friends, par ses cotisations, chaque 3 mois, va aller de région en région pour poser une action. L'ONG Friends compte aujourd'hui 500 membres à travers le monde entier. L'organisation a déjà investi plus de 7 millions de francs CFA dans les actions de développement dans plusieurs villes du pays. Dans un autre registre, le Dompowo ou la fête de l'Igname dans le Bonkani va se tenir bientôt. Ce festival a été lancé récemment dans la commune d'Adjamé. Il vise à valoriser la culture du peuple lorrain. C'est reparti avec Anissette Konan Blessing. Ils étaient rassemblés à la salle de mariage de la mairie d'Adjamé. Ce sont les fils et filles de la région du Boukani pour le lancement de la 6e édition du festival Dompowo, fête de l'Igname en pays lorrain. Cet événement majeur du peuple lorrain se veut un cadre de rassemblement et de valorisation de leur culture. Ce qui est même l'igname en question sera présenté. Ce qui est la tradition lorrain sera traduit. Pour le parrain, honorable Ouattara Oumar, cette 6e édition du festival Dompowo est aussi une lucarne pour parler du développement de la région du Boukani. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'éducation formelle sans culture. Et donc la culture est la base de notre connaissance. Car la culture permettra un brassage culturel dans notre zone et cela permettrait
de créer la cohésion sociale tant recherchée. La 6e édition du festival Dompowo, fête de l'Igname, se déroulera du 30 octobre au 1er novembre 2021 dans la sous-préfecture de Koko, département de Teini. Hormis le côté festif, au cours de ce festival, le doyen Ien Olo Ahmed, écrivain et anthropologue, animera une conférence portant sur l'histoire du peuple Laurent. À l'instar de plusieurs villes du pays, Mbayakro, dans l'Ifou, a abrité le Maolid, commémoration de la naissance du prophète Mahomet. À cette occasion, des conseils ont été prodigués et des prières ont été faites pour le développement du département de Mbayakro. Soro Corona. C'est l'esplanade de la grande mosquée de la commune de Mbayakro qui a servi de cadre de célébration du Maolid. Le Maolid rappelle le souvenir de la naissance du prophète de l'islam, Mahomet, qui a marqué une nouvelle expérience pour l'humanité tout entière, avec des enseignements basés sur la tolérance, la paix, le pardon, l'amour du prochain et le partage. Le prophète de l'islam a mené une lutte sans merci de l'affirmation de la dignité humaine. Ce sont ces vertus qui sont enseignées à la communauté musulmane durant cette nuit. L'imam Suleiman Kamagati est revenu sur le combat mené par le prophète pour l'éclosion de l'islam, religion de paix et d'amour. Le guide religieux exhorte ses co-religionnaires à toujours se souvenir des vertus incarnées par Mahomet. Les autorités ont appelé les populations de Mbayakro à cultiver la paix, la cohésion et le vivre ensemble pour le développement de la localité. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements de la part de notre prêcheur, parlant vraiment de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu beaucoup de prières, en tout cas à cette nuit de Maouloud pour n'est-ce pas, la cohésion sociale, la paix, la concorde et l'entente en tout cas de tous les fils de Mbayakro. Moussouare Touré, cadre de Mbayakro, a équipé les 5 mosquées de la ville en Nat et en Bouyoua. Les personnes qui participent à la vie de l'islam ont été distinguées au cours de cette nuit de prières et de recueillement. À l'étranger, le parquet rwandais a annoncé ce mercredi avoir fait appel de la condamnation à 25 ans de prison de Paul Rusesabagina, ancien hôtelier dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda et qui est devenu un féroce critique du président Paul Kagame. Connu pour avoir permis le sauvetage de plus d'1 millier de personnes durant le génocide de 1994, Paul Rusesabagina, 67 ans, a été reconnu coupable d'avoir fondé et d'appartenir au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Malgré l'isolement de leur patrie, le Somaliland, les jeunes diplômés de l'université d'Hargeisa, la capitale, veulent garder l'espoir de développer leur pays et de le voir enfin reconnu sur la scène internationale. Abdul Gira, Anisette Konan Blessing. Dans cette université de Hargeisa, la capitale du Somaliland, plus de 1000 étudiants célèbrent l'obtention de leur diplôme universitaire. Parmi les 4,5 millions d'habitants, la jeunesse représente 3/4 de la population et pour ces jeunes diplômés, l'avenir reste incertain. Nous avons vécu beaucoup de choses. Ce pays a vécu beaucoup de choses. Nous espérons que le chômage va s'améliorer au fil du temps. Le Somaliland a déclaré son indépendance en 1991 et bataille depuis pour obtenir la reconnaissance de la communauté internationale. Victime de la mauvaise réputation des 2 derniers pays d'Afrique à avoir été reconnus, le Soudan du Sud, un pays qui ne se relâche pas de décennies de guerre, et l'Érythrée, considéré comme l'un des pays les plus répressifs au monde. Saïd est le fondateur de l'unique musée du Somaliland. Pendant la guerre, pour l'indépendance, il était au front. Pour lui, le Somaliland remplit tous les critères pour être reconnu. Nous survivons sans reconnaissance, parce que nous savons que nous existons. Nous avons notre propre monnaie, notre petit passeport reconnu par certains pays voisins, nous avons un système d'élection pluraliste, nous avons toutes les caractéristiques d'une nation, nous les avons toutes. Le Somaliland a aussi réussi à rester en paix dans une région où l'insécurité règne. Sans reconnaissance, il ne peut pas accéder à des emprunts internationaux, de l'argent dont le Somaliland a besoin pour faire développer son économie, mais aussi pour assurer sa sécurité. Aujourd'hui, plus de la moitié du budget du gouvernement y est consacré. Tout d'abord, il n'est dans l'intérêt de personne que nous nous effondrions. Il n'est pas dans l'intérêt des Somalilandais ni de la communauté internationale que le processus démocratique que nous avons mis en place s'effondre et que nous nous retrouvions dans un jeu à somme nulle. Il n'est pas dans l'intérêt des Somalilandais ni de la communauté internationale que le chaos s'installe ici.
Le gouvernement espère donc que le nouveau contrat signé avec une compagnie basée à Dubaï pour la gestion du port de Bébéra va créer de nouveaux emplois, mais aussi inciter plusieurs investisseurs étrangers à venir malgré son statut non reconnu. Au Brésil, une commission d'enquête du Sénat a demandé l'inculpation du président Jair Bolsonaro pour au moins 10 crimes, dont crimes contre l'humanité pour sa politique durant la crise sanitaire, selon le rapport publié aujourd'hui par plusieurs médias avant sa lecture. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. À demain pour un autre journal.